Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un enjeu stratégique pour l'économie ivoirienne, mais aussi un enjeu pour la plupart des économies africaines, la transformation locale des matières premières agricoles. L'industrie du cacao, par exemple, en Côte d'Ivoire, ne transforme qu'environ un tiers des fèves récoltées. La Côte d'Ivoire ambitionne d'assurer 100% de la première transformation de sa production annuelle de cacao d'ici 2030, une production qui tourne autour de 2 millions de tonnes par an. Cacao, mais aussi café ou encore anacarde. Aujourd'hui, le continent exporte massivement les produits de son agriculture sans les transformer sur place, se privant ainsi des plus-values réalisées à l'autre bout du monde. Au sommaire ce soir, enquête sur la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. L'État veut booster ce secteur en s'appuyant sur des industriels, à l'image de Salma Setarou, dont l'entreprise transforme les noix de cajou. Nous allons vous plonger dans son quotidien riche en défis, travail dans les champs avec les coopératives, travail à l'usine où les noix passent par de nombreuses étapes de transformation avant de gagner leur ticket pour l'exportation. Puis dans notre second reportage, vous allez découvrir une autre femme transformatrice, cette fois dans le manioc. Antoinette Bessé s'est donné pour objectif de transformer le manioc en attiéké frais et déshydraté pour le marché local, mais aussi pour l'international. Nous vous emmènerons dans son unité de production à Bingerville. La Côte d'Ivoire est le premier producteur au monde de noix de cajou. Le pays a transformé en 2020 12% des 848 000 tonnes de sa production brute de cajou, appelée également anacarde, et vise à moyen terme un taux de 50% à l'horizon 2025. Transformer davantage de noix de cajou, c'est l'objectif de l'entrepreneur que nous allons vous présenter maintenant. Salma Setarou a décidé, il y a 4 ans, de quitter une carrière dans la banque d'investissement en Europe pour se lancer dans une nouvelle vie. Salma, transformatrice de noix de cajou, en reportage signé Samuel Trazier et Romane Émilie Kofi. Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, à plus de 400 km d'Abidjan. À quelques encablures du stade de la Paix, une usine de noix de cajou. Ici, près de 600 ouvriers, principalement des femmes, sont chargés de trier, décortiquer ce produit qui fait la fierté du pays. Une noix destinée au marché occidental. Bonjour mesdames, bonjour. Bonjour Amara. La patronne, c'est Salma Setarou. Il y a 4 ans, cette quarantenaire décide de quitter une carrière dans la banque d'investissement en Europe pour se lancer dans la transformation de noix de cajou. Elle monte une première usine à Azaguié, puis cette deuxième usine à Bouaké il y a quelques mois. Et pour cela, elle n'hésite pas à mettre les gros moyens. L'investissement ici, en termes de machines, a été de plusieurs millions de dollars, mais j'aimerais parler de l'investissement humain. Donc une usine de cajou, ça emploie beaucoup de gens parce que l'amande, elle est en forme de croissant. Donc les machines n'arrivent pas à la travailler complètement. Il nous faut des hommes et des femmes pour pouvoir faire un beau produit qui devient exportable et premium. Un produit exportable comme celui-ci. Well done. Notre premier conteneur. Premier conteneur de cashew fruit. C'est magnifique, hein? Yes. Ces noix s'apprêtent à rejoindre l'Europe. Pour nous, c'est une belle victoire en fait quand on voit la beauté du produit et surtout que c'est un produit traçable. Ce produit-là, il est de Mankono. On connaît de quel planteur c'est venu, on connaît la coopérative qui a produit ces produits-là. Et aujourd'hui, le challenge pour nous, c'est de maintenir le rythme des 2 usines à plein pot pour notre clientèle qui est essentiellement européenne aujourd'hui. L'entrepreneur en est convaincu. La Côte d'Ivoire a des arguments à faire valoir pour concurrencer les géants transformateurs asiatiques de noix de cajou. La noix de cajou, ce fruit millénaire qui pousse sur ces arbres qu'on appelle des anacardiers. Une fois à maturité, les pommes tombent et sont récoltées à la main par des femmes, les seules à maîtriser ce savoir-faire. En 2011,
la production de cajou était de 400 000 tonnes. 10 ans plus tard, en 2021, elle est passée à 1 million de tonnes, soit plus du double. Si bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des premiers exportateurs au monde de noix de cajou. Problème, seuls 15 à 20% sont transformés sur place. Le reste des noix brutes part vers l'Asie qui réalise cette étape. L'État de Côte d'Ivoire entend booster la transformation locale en s'appuyant sur des industriels comme Salma Sitarou. Elle fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de changer les choses. Ce matin, la transformatrice se rend à Béoumi, à 1 heure de route de Bouaké. Son entreprise a réuni les présidents des 24 coopératives avec lesquelles elle travaille. Une rencontre qui prend des allures de meeting politique alors que s'ouvre la campagne de cajou. Parce que la vie coopérative va vous permettre de vous affranchir des intermédiaires, des personnes qui prennent votre argent simplement pour vous donner un accès au marché. Nous, on est là, c'est nous qui achetons et on est en face les uns des autres aujourd'hui. Il n'y a personne entre vous et nous. Et c'est ça qui va faire que l'ANACAD va continuer à fleurir en Côte d'Ivoire. Sans les personnes que vous voyez là, il n'y a pas d'ANACAD, il n'y a pas d'usine de transformation. Et nous, on a investi dans la transformation, mais il faut qu'on investisse dans toute la filière pour que ce qu'on produit, in fine, a une raison d'être. Pour s'assurer un bon approvisionnement, l'entreprise est aux petits soins avec ses planteurs. Elle leur accorde des préscolaires pour leurs enfants, mais veille aussi à mieux les former. Cet après-midi, nous retrouvons les équipes de Cachou Coast dans la coopérative du village d'Akadiafoué. Au programme du jour, entretien des anacardiers. Donc, comme vous le voyez, M. Kofi et son manœuvre sont en train de nettoyer le champ à la machette. Quand on a fini de nettoyer à la machette, qu'est-ce qu'on fait? On va protéger notre champ en faisant une bande de combien de mètres? 10 mètres. Applaudissez pour vous. Nous organisons ce genre de formation avec les planteurs afin qu'ils puissent adopter les bonnes pratiques agricoles pour avoir un meilleur rendement et une bonne qualité de noix de cajou. Avec ces images, ils peuvent mieux comprendre et sans nous, ils peuvent facilement appliquer ces méthodes-là dans leur plantation. Après la théorie, place à la pratique sur cette plantation à 2 km de là. Yamo, yamo. Vous voyez, ils sont en train de nettoyer. Et pendant qu'ils nettoient, vous êtes derrière, vous éparpillez. Vous voyez, non? Vous éparpillez. Là, quand il va pleuvoir, ça va couvrir toute la plantation et ce déchet organique va nourrir le sol. Ce que j'ai appris au cours des formations, ça m'est très utile puisque j'ai mis en pratique et j'ai eu un bon rendement. Si Cachou Coast accorde une attention particulière à former les coopératives, c'est pour obtenir des noix de cajou biologiques de bonne qualité, prêtes à être transformées. Retour à l'usine de Bouaké. Les noix sont triées selon leur calibre et chauffées à haute température dans ces machines. Pour avoir une belle couleur de l'amande de cajou, ça commence ici avec nos cuiseurs. Il est très important de le cuire à la bonne température. Donc ici, on est en train de cuire les noix à 98 degrés. Ça ne peut pas dépasser les 100 degrés. Sinon, ça impactera et la couleur et le niveau de brisure. Une fois sorties du cuiseur, les noix sont mises dans ces bacs pour refroidir pendant 48 heures. Puis, vient l'étape du décortiquage de la noix pour en libérer l'amande. Cette machine est capable de décortiquer 35 à 40 tonnes de noix par jour. Mais ce n'est pas tout. Dans la salle adjacente, ces femmes sont chargées d'enlever les dernières imperfections à la main pour obtenir une noix parfaite. Toutes les femmes ici, elles sont en train de faire le dernier finish à la main parce que les machines ne sont pas à 100% efficaces. Donc on a une petite partie des amandes dont les imperfections doivent être enlevées à la main. Vous voyez ici, il y a encore la pellicule que la machine n'a pas réussi à enlever. L'idée, c'est de ne pas casser l'amande quand on enlève l'imperfection. Si l'amande, elle se brise, la valeur économique est diminuée. Et donc pour être économique, une usine de noix de cajou doit forcément atteindre un maximum d'amandes entières. Traiter l'amande avec délicatesse
afin d'éviter qu'elle ne se brise et s'assurer que le taux d'humidité est respecté. Des défis auxquels Salma et ses équipes sont confrontés au quotidien pour fabriquer une noix de qualité. Un des soucis qu'on a dans la transformation de noix de cajou, c'est l'infestation. Donc le niveau d'hygiène à maintenir est très important. C'est nettoyer les mains, nettoyer tous les recoins du bâtiment, faire de la maintenance de machines pour pas que l'infestation n'aille dans les amandes, par exemple. La noix de cajou, c'est 26 grades. 26 grades entre les amandes premium, qui sont les W320, qui sont les belles amandes que vous voyez ici. Et ça peut aller au piquet 2, qui sont des amandes entières aussi, mais avec des points. Vous voyez, et ce sont des piqûres d'insectes, par exemple, parce que comme c'est un produit naturel. Et il y a des points ici, ce qu'on appelle les piquets 2. Donc chaque grade d'amande a son utilité. C'est-à-dire, par exemple, les amandes premium de ce type, elles sont torréfiées et mises en sac. Les amandes avec des taches, elles sont enrobées, par exemple, avec du chocolat ou avec des épices. Son usine d'Azaguier produit 10 000 tonnes de noix par an. L'objectif est le même avec cette nouvelle unité. Mais l'industriel ambitionne de transformer 40 000 tonnes d'ici 2025. Pour attirer davantage d'investisseurs et doubler la transformation de la noix sur le territoire, l'État a pris des mesures incitatives. L'objectif de l'État est d'atteindre les 50% dans les quelques années à venir. Les noix brutes qui sont exportées sont sujettes à une taxation additionnelle, alors que si elles sont transformées localement, le transformateur peut acheter ce produit directement bord champ avec le planteur et transformer sans qu'il y ait cette taxe qui soit appliquée. Un coup de pouce indéniable pour les transformateurs. Mais pour équiper cette usine et acheter la matière première, il a fallu trouver des fonds. Salma a obtenu un prêt de plusieurs millions de dollars auprès d'investisseurs étrangers et d'une grande banque de la place. Ce jour-là, la chef d'entreprise a rendez-vous avec son banquier. Elle vient parler de ses besoins liés à la prochaine campagne de cajou. C'est typiquement une période qui est très tendue pour les transformateurs de cajou parce que c'est maintenant que nous mobilisons la liquidité pour les besoins de la campagne 2023 qui commence en février et c'est maintenant pour les besoins de documentation de la banque qu'il faut engager ce processus de discussion et de négociation. Donc je suis ici pour demander une ligne de financement de 10 000 tonnes de cajou qui revient à peu près à 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs CFA, une somme essentielle afin de réaliser la prochaine campagne. Une somme que la banque lui a accordée. Depuis le début, elle croit en son projet et veut accompagner les industriels comme Salma, qui boostent la transformation des matières premières dans le pays. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire produit plus d'1 million de tonnes de noix de cajou et l'État de Côte d'Ivoire encourage aujourd'hui la transformation. Et nous sommes une banque avertie avec un historique assez conséquent dans le secteur de l'agro-industrie et qui nous permet de sélectionner quand même des projets qui soient bancables. Et nous avons été honnêtement séduits par le projet de Mme Salma. Nous, en accompagnant ce genre de projet, nous accompagnons l'emploi, nous accompagnons l'inclusion financière, nous accompagnons la lutte contre la pauvreté. L'inclusion financière, un enjeu qui lui tient à cœur, afin que le processus d'achat des noix avec les coopératives et ses 5000 planteurs soit plus transparent. Notre souhait, ce serait que ces coopératives-là aient leur propre compte bancaire et puis qu'on préfinance les coopératives, donc on a une traçabilité. Comme ça, vous voyez que l'argent que vous nous prêtez, ça va jusqu'au compte de la coopérative. Et la coopérative si Salma est aussi à l'aise pour parler avec les banquiers, c'est parce que ce milieu ne lui est pas tout à fait étranger. Diplômée de droit, Salma Sitarou a passé plus de 15 ans à la City de Londres dans la banque d'investissement. Elle est alors spécialiste du financement minier, mais s'intéresse de près aux matières premières agricoles. C'est alors qu'une opportunité se présente en Côte d'Ivoire. Une usine de cajou au bord du dépôt de bilan à racheter. Elle flaire le bon coup et décide de tout quitter pour s'y consacrer. Je pense que j'étais à la recherche de quelque chose de plus concret et puis surtout de travailler dans la transformation agricole en Afrique. J'ai vu l'opportunité que le marché du végan se développe de façon assez phénoménale en Europe, aux États-Unis, et le cajou allait être une pièce centrale, une denrée assez importante dans ce mouvement.
C'était un risque important, oui, effectivement, parce que j'ai lâché ma carrière d'avant, venir m'installer en Côte d'Ivoire, croire en ce projet et lever les fonds pour et y aller, ça a été un des plus gros paris de ma vie, je pense. Un pari encore loin d'être à gagner, car la concurrence dans le secteur est impitoyable, notamment celle venue d'Asie, championne de la transformation de cajou. Alors nous avons aujourd'hui un compétiteur féroce, le Vietnam. Les transformateurs vietnamiens ont des pratiques de prix qui sont déconnectées avec la loi naturelle de l'offre et de la demande. On a aujourd'hui, en tant que transformateur ivoirien qui a un système de traçabilité jusqu'au planteur, un avantage compétitif imbattable par rapport au Vietnam. Maintenant, aux acheteurs de subir la pression des consommateurs finaux pour se tourner vers nous. En 4 ans d'existence, le nombre de ses clients a augmenté et s'est diversifié. Parmi eux, on compte de grands torréfacteurs et distributeurs basés en Europe. Ce matin, sur son site d'Azaguier, Salma vient superviser l'empotage. Une étape délicate car il s'agit de charger la marchandise dans le conteneur. Dans cette salle au trésor sont stockées les noix qui embarqueront pour l'Europe. Nous exportons à peu près une dizaine de conteneurs par mois de l'usine d'Azaguier vers l'Europe, notamment l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Et nous mettons à peu près 2 semaines et demie à 3 semaines de bateau, qui est un avantage concurrentiel assez important sur le Vietnam, qui elles, les expéditions de bateaux prennent jusqu'à 2 mois en temps normal, et même on a vu jusqu'à 4 mois durant la Covid-19. Là encore, lors de l'empotage, il faut respecter certaines règles pour éviter tout problème lors du déchargement. C'est ici que commence le compte à rebours final. Donc ce qui est important ici, c'est l'alignement des boîtes pour pas qu'à l'ouverture les cartons ne tombent. Ensuite, nous avons aussi les dry bags pour capter l'humidité dans le conteneur et ensuite respecter l'étanchéité du conteneur. Voilà les 3 points principaux au niveau de l'empotage. Une fois le conteneur chargé, c'est le départ pour le port d'Abidjan, avant d'embarquer pour sa destination finale, l'Allemagne. Le commerce de la noix de cajou a encore de beaux jours devant lui pour les transformateurs comme Salma. Depuis les années 2000, il a plus que doublé, dépassant les 2 milliards de tonnes dans le monde. Retour sur le plateau de Made in Africa. Pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Trabi, directeur général de l'industrie au ministère du Commerce et de l'Industrie, Salma Setarou, transformatrice et cofondatrice de Cashew Coast, et Francis Kouamé, journaliste. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Made in Africa ce soir. Je commence par vous, Emmanuel Trabi. On a un constat, la Côte d'Ivoire est championne quand même d'anacarde, championne de cacao, championne d'EVA. La Côte d'Ivoire exporte cependant la majorité de ses productions agricoles à l'état brut. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui? Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire enregistre des performances extraordinaires, j'allais même dire, en matière de production agricole. Premier pays producteur de cacao, d'anacarde, premier pays africain producteur d'EVA. Et en termes de transformation locale, c'est des taux qui restent encore très faibles. Et cela, il faut le dire, part d'abord d'une volonté politique de la Côte d'Ivoire depuis les indépendances, de faire asseoir l'économie ivoirienne sur une base agricole solide. Parce que l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire, c'est également des emplois, notamment en milieu rural. Et donc, on n'est pas étonné de voir que l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie ivoirienne. Mais évidemment, les données ont changé aujourd'hui. Quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire et qu'on a des ambitions assez clairement affichées, notamment en matière d'accroissement du PIB par habitant, quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire qu'on veut se hisser au rang des pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2030, on ne peut plus continuer de faire, j'allais dire, porter son économie essentiellement par l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, depuis 2012, le gouvernement, dans toutes les actions que l'État mène, notamment à travers les plans nationaux de développement, a affiché clairement sa volonté
d'accroître la transformation locale de toute la production agricole du pays. Alors, je vais vous demander à vous, Francis, quelle est votre vision sur les progrès qui ont été réalisés conformément à cette politique de renforcer la transformation au niveau agricole, l'industrialisation au niveau agricole? C'est vrai que depuis 2012, il y a certaines réformes qui sont apportées à ce secteur-là. Donc, ça permet effectivement d'entrevoir certains progrès. C'est intéressant, sauf que quand vous regardez l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, prenez la carte de la Côte d'Ivoire, vous remarquez que la plupart des industries sont installées dans le sud. Okay? Et ça montre qu'il y a une disparité claire. Les régions ne sont pas industrialisées et c'est clair qu'une région qui n'est pas industrialisée, forcément, il y a un handicap pour ces populations. Ce point est très important parce qu'il y a aussi un impact social extrêmement fort lorsque des industries vont jusqu'auprès des populations qui sont très souvent le plus loin de la capitale possible. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, avec cette nouvelle politique, cette nouvelle impulsion au niveau de l'industrialisation du pays, qu'il y a de plus en plus de profils comme ceux de Salma qui se positionnent sur le marché? Oui. Je pense par exemple à un artisan chocolatier, Axel Baou, un jeune Ivoirien qui, en tout cas, s'intéresse à la transformation du cacao. C'est intéressant, sauf que je trouve que c'est timide au plan local. Cela peut s'expliquer par le fait que, d'abord, notre pays, il faut le dire, en termes de culture entrepreneuriale, n'est pas assez, on va dire, positionné. Quand vous prenez le système éducatif, l'entrepreneuriat n'est pas tellement enseigné. Ouais. Même quand on le fait, c'est assez timide. Vous êtes avec nous, Selma. Dites-nous, quand on vous regarde, quand on vous voit travailler, quand on vous écoute, quand on vous voit avec vos équipes, quand on vous voit dans les champs et tout ça, on sent qu'il y a une énergie, une forme de vision. Qu'est-ce que vous voyez que nous ne voyons pas? C'est quoi ce rêve que vous avez? Est-ce que pour nous partager déjà, d'entrée de jeu, le rêve que vous avez pour ce secteur? Pour moi, le rêve, c'est d'industrialiser le pays. L'Afrique, en général, plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé l'opportunité dans la noix de cajou. Ouais. Nous avons aujourd'hui des consommateurs européens qui veulent consommer des protéines végétaux. Ouais. Et la noix de cajou, je pense, fait partie de ces denrées qui vont rentrer dans la diète européenne. Et j'ai un rêve de me dire que l'Afrique de l'Ouest, peut fournir cette denrée à l'Europe. Tout comme l'Ukraine l'a fait dans le passé, nous avons aussi cette possibilité de le faire pour l'Europe. Et vous y mettez votre énergie. Alors, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur l'industrialisation. Est-ce que vous, en vous installant, vous avez senti des mesures incitatives de l'État? Oui, absolument. Je veux dire, l'État de la Côte d'Ivoire a fait énormément pour le secteur. Okay. Je veux dire, en termes d'installation, en termes de soutien. On va poser la question au directeur général de l'industrie. Emmanuel Trabi, la question, elle est pour vous. C'est quoi le dispositif aujourd'hui pour rendre attractive la destination Côte d'Ivoire pour des personnes qui aimeraient s'investir dans la transformation, donc dans l'industrialisation du pays? Si vous prenez aujourd'hui le PND 2021-2025, c'est un PND qui est axé sur la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes ou des clusters. Parmi ces clusters, le premier, c'est le cluster agro-industrie. Et dans le cadre de la mise en œuvre donc, de cette stratégie, il a dit qu'il y a un ensemble de réformes que le gouvernement a conduit, que ce soit en termes d'amélioration de l'environnement des affaires. Vous savez très bien que nous avions un code des investissements qui a été révisé en 2018 et qui aujourd'hui fait partie des meilleurs codes des investissements, très attractifs et qui permet à tout opérateur qui vient de bénéficier des exonérations, aussi bien en termes d'investissement et des mesures fiscales en termes d'exploitation. Alors si vous prenez l'ANACAD, depuis 2012, c'est une filière qui bénéficie énormément du soutien de l'État, notamment pour aider les opérateurs à acquérir la matière première. Vous savez, elle l'a dit, et le reportage, clairement, la production de l'ANACAD dure, j'allais dire, 3 ou 4 mois tout au plus dans l'année. Et l'opérateur économique est obligé de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour acquérir la matière première dont il a besoin pour travailler toute l'année. Donc c'est un véritable défi pour les opérateurs économiques. Et c'est une problématique qui a été prise en charge dès le départ par le gouvernement en mettant en place des soutiens en termes de garantie pour permettre aux opérateurs justement d'avoir le financement nécessaire. Et je vais plus loin, puisque nous sommes au niveau de l'ANACAD. Aujourd'hui, un opérateur économique qui produit des amandes
ici, localement, bénéficient d'une subvention de 400 francs par kilogramme d'amandes blanches dépelliculées produites en Côte d'Ivoire. Juste pour l'encourager. On veut savoir, ça veut dire quoi, subvention? Subvention, c'est... On lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent juste pour l'encourager à transformer plus. Mais vous êtes déterminé, hein, c'est-à-dire que... Non, c'est une réalité. Elle est là, elle peut... Alors, on va écouter Salma. Vous avez bénéficié de quoi, concrètement? Quand on s'est installé, l'approche avec le CPC a été extraordinaire, dans le sens, le soutien qu'on a eu, l'explication de la mise en œuvre. Après, on a aussi pris des engagements, bien sûr. On s'est engagé à créer des emplois en CDI, des emplois en CDD. Ensuite, ça a été le CCA. Le CCA est un régulateur qui est, je dirais, conscient des réalités du secteur. Le DG du CCA est toujours ouvert à nos suggestions. C'est quelqu'un de très accessible, lui et toute son équipe d'ailleurs. Exactement. Et puis, il y a l'appui au secteur. Les fameux 400 francs, vous demandiez ce que c'était tout à l'heure. C'est de l'argent qui est reversé donc par le CCA aux transformateurs lorsque un conteneur est exporté. Donc, ce n'est pas juste pour avoir une usine, mais c'est sur l'exportation que les 400 francs sont payés. Et ça, c'est une aide qui est importante parce qu'on a une disparité quand même grandissante avec les pratiques du Vietnam. Ouais. Le Vietnam contrôle ce secteur parce qu'il contrôle 80% du marché de la transformation qui est exporté vers l'Europe. Et donc, le souci qu'on a, c'est que les coûts de revient comparatifs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, l'électricité coûte plus cher en Côte d'Ivoire. La main-d'œuvre coûte plus cher en Côte d'Ivoire. Nous avons, je dirais, des facteurs endogènes qui font que nous sommes naturellement plus chers. Mais nous avons aussi des avantages naturels, qui sont le fait que le planteur il est à côté de chez nous. Le fait que le consommateur européen veut la traçabilité, veut la transparence, veut l'histoire. Et tout ça, ce sont des avantages imbattables. Mais nous devons respecter les normes alimentaires. C'est-à-dire, vous avez beau avoir une belle qualité de produit, mais si le produit est infesté, la microbiologie n'est pas bonne parce que vous n'avez pas su garder votre usine propre, former votre personnel à la santé et l'alimentarité des produits, ça ne va pas marcher. Francis, votre regard sur tout ça, l'État investit presque directement pour soutenir la transformation. Il n'y a pas engagement plus fort que ça. Oui, sauf que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'investir de l'argent. On investit sur qui? Sur qui est-ce qu'on investit? Personne ne dit que c'est mauvais que les étrangers viennent investir en Côte d'Ivoire. Sauf qu'il faut aussi que les Ivoiriens, les capitaux soient aussi ivoiriens. Parce que on ne peut pas construire une économie, puis dire, bon voilà, ouvriers, puis ceux qui sont là, les PME locales, sont, on va dire, marginalisés. Je voulais rebondir sur ce que notre ami a dit. Les PME locales ne sont pas marginalisées. Voilà, nous sommes dans un pays avec une économie très ouverte. Pour nous, un opérateur reste un opérateur économique. Le coût des investissements ne fait pas de distinction entre des investisseurs nationaux et étrangers. N'empêche, et c'est là que je partage votre souci, n'empêche qu'il est bon que les investisseurs étrangers, surtout les multinationales, qui viennent s'implanter dans le pays, puissent travailler avec les PME locales, justement pour créer plus de la valeur ajoutée, plus de richesses. Les PME elles-mêmes locales, il y a des mécanismes d'accompagnement des PME locales pour qu'elles soient plus compétitives parce que le tout n'est pas de dire qu'il faut travailler avec les PME. Il faut qu'elles soient à même de répondre aux besoins des multinationales qui viennent s'implanter. Vous êtes présente sur les coopératives, comment préparer le sourcing. Donc, il y a tous ces éléments stratégiques-là. C'est stratégique aujourd'hui pour vous, la formation du personnel? Oui, beaucoup. Et justement, j'aimerais rebondir sur ce sujet de la transformation et les investissements étrangers. Pour bénéficier des subventions de l'État, je pense qu'il faut créer de la valeur long terme. Ce n'est pas une question de nationalité, à mon avis, c'est une question de création de la valeur pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens en masse. Vous avez parlé de millions de dollars ou d'euros d'investissement. Ça vous a coûté combien à peu près, l'usine? Ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si vous investissez dans l'immobilier, si vous achetez le terrain et les bâtiments, à ce moment-là, ça va vous coûter 3 fois plus. Okay. C'est-à-dire que si vous investissez dans la machine, les machines elles-mêmes de transformation de bout en bout, elles coûtent entre 4 et 5 millions de dollars. Donc, ce qui vous fait à peu près 3 milliards de francs CFA. Okay. À peu près. Donc, ensuite, si vous rajoutez à cela les bâtiments
et les terrains, ça fait monter le prix. Donc autour de 15 millions de dollars. Ouais. Après, il faut trouver l'argent pour acheter la noix brute. Ouais, pour les opérations. Qui est du même montant en fait. Ouais. Et c'est ça qui est étrange dans la noix de cajou, c'est que votre montant d'investissement initial, il est aussi important que le montant nécessaire pour acheter le stock. Les machines viennent d'où à peu près un peu partout dans le monde? Du Vietnam essentiellement, et puis de l'Inde. Francis, 2030, 100% de l'anacarde transformée. Maintenant, on se rend compte que les années, ça vient comme des mois. Donc, c'est après-demain 2030. Vous pensez qu'on est dans la bonne direction? Ben, on attend de voir les mesures qui seront prises. C'est bien beau, les discours, mais à mon avis... Alors, allez-y rapidement. Pour ce qui est de l'anacarde, on est autour de 20% aujourd'hui. Oui, vous savez? Absolument. De 2016 à 2022, on est passé à plus de 40 000 tonnes, de 40 000 tonnes à plus de 200 000 tonnes, soit plus de 400% de hausse en termes de volume de transformation locale. D'accord. Ça montre l'engagement du gouvernement. Emmanuel Trabi, on ne va pas vous féliciter, mais on constate que vous avancez. Alors, on l'a découvert, le travail sans relâche de Salma Setarou et ses équipes pour booster la transformation locale de cajou. On a vu comment ça se passe. Et bien maintenant, je vous propose de rester dans cette même énergie et cette même volonté de changer les choses et avec une autre femme audacieuse, Antoinette Bessé. Elle ne transforme pas la noix de cajou, mais le manioc, grâce à un modèle de production intégré. Son objectif, faire de cette tubercule incontournable en Côte d'Ivoire le nouvel or blanc. La tiéké du champ à l'assiette, en reportage signé Samuel Trazier et Émilie Kofi. 10 heures du matin, dans ce champ de manioc de Beaunois, à 60 km d'Abidjan. Cette femme vient s'approvisionner régulièrement auprès des producteurs de la localité. Monsieur Akoyi, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez fini de terrer? Oui, ça va très bien. C'est votre manioc qui est là. D'accord. C'est vous-même, on vous attend. Est-ce que c'est bien gros? Oui, c'est le bon produit. Attendez voir. Oui, voilà ça. Waouh, ok. Comme je veux là. Ok. Oui. C'est très bon. Ici, on vient prendre le manioc quand notre champ n'est pas en production. On achète le manioc bord champ avec les planteurs à 190 000 francs la bâchée qui équivaut à 2,5 tonnes de manioc. Du manioc bien formé, récolté après 1 an de production, selon la variété. Cette plante développe des tubercules contenant plus de 30% de matière sèche. C'est ce que recherche Antoinette Bessé, agrotransformatrice, car ce manioc est destiné à la transformation. Pour faire la tiéké, j'utilise soit le baïri ou le yassé parce que c'est un bon manioc de très bonne qualité. Il est tout blanc et puis il est sans fibres. Donc pour notre tiéké de qualité supérieure, c'est très adéquat. Avant le départ pour son usine de production, Antoinette solde à la commande du jour auprès de la productrice. Le côté est bon? Oui, ça fait 240 000 francs. D'accord. Y compris le manioc, 190 000, plus la bâchée, 50 000 francs de transport. Ok. Bon, merci beaucoup et puis à dimanche prochain. Ok. Ce manioc est à la base de l'un des plats les plus populaires en Côte d'Ivoire, la tiéké. Une semoule à base de manioc fermenté, cuite à la vapeur. Dans la culture gastronomique ivoirienne, ce mets a su s'imposer et il s'exporte même partout dans le monde. La transformation se fait principalement dans des unités artisanales de type familial ou associative. Aujourd'hui, la tiéké attire de nouveaux investisseurs. C'est le cas d'Antoinette Bessé, qui tente de développer un modèle de production intégré du champ jusqu'à l'assiette. Elle s'est donné pour objectif de transformer le manioc en tiéké frais et déshydraté. Immersion dans le quotidien de cette agrotransformatrice ivoirienne qui veut faire de cette tubercule un nouvel or blanc. Ce matin, nous la retrouvons dans son unité de transformation de Bingerville, lancée il y a 4 ans. Chaque lundi, la production de la semaine démarre par le même rituel.
On va finir ça d'ici ce soir, j'espère. Allez, ça pas de problème. Quand le manioc arrive, il est stocké ici et puis chaque dame se sert selon la quantité qu'elle peut peler. Donc elles prennent le temps d'enlever la peau marron du manioc et ensuite elles enlèvent de manière très délicate les fibres à l'intérieur du manioc pour que quand on défibre, on n'ait pas trop de fils dans la tiéké. Ces ouvrières peuvent peler jusqu'à 1 tonne de manioc en 2 jours. Puis vient l'étape du lavage à 3 reprises pour le débarrasser de toute impureté. Le manioc est ensuite broyé, pressé et tamisé. Et après cela, on passe au sémouleur. Ici, on fait les grains. Donc ça dépend de ce qu'on a comme commande. Si on doit faire des abroudaments, des gros grains, des moyens grains, on règle d'une manière pour qu'on puisse avoir le grain qu'il faut. Une machine qui permet d'obtenir des grains de différentes tailles en un temps record, contre plusieurs heures à la main. Les grains sont ensuite mis à sécher quelques minutes au soleil avant de procéder à l'étape la plus délicate du processus, la cuisson. Un seul faux pas et c'est toute la production qui est ratée. Si la cuisson est ratée, bon, tout ce qu'on a fait comme process au début là est foutu. L'eau est très importante dans la cuisson de la tiéké parce que la tiéké se cuit avec la vapeur. Mais en même temps que c'est un élément important, il faut essayer de surveiller la cuisson pour que l'eau ne s'imbibe pas dans la tiéké. Sinon après c'est pâteux et c'est pas bon à manger. Pour équiper cette usine de transformation, Antoinette Bessier a investi 20 millions de francs CFA. Par semaine, elle peut produire entre 3 et 5 tonnes d'atiéké, une quantité destinée à la vente en détail et en gros sur le marché local et international. Ok Caroline, on met dans le coffre rapidement. Hors de l'usine, c'est encore elle, la meilleure ambassadrice de son atiéké. Lorsqu'elle le peut, elle va livrer elle-même ses clients. C'est pas toujours moi qui effectue les livraisons, mais pour cette fois-ci, comme c'est une bonne amie qui a commandé, donc je profite pour pouvoir la voir et puis échanger. Mais aussi, nous travaillons avec des livreurs qui nous acheminent nos paquets. Et aussi, mon époux, quand il est à ses heures perdues, m'aide pour pouvoir faire les livraisons. 1 kilogramme d'atiéké frais est vendu à 700 francs aux particuliers et 650 francs aux revendeurs. Ces 2 dernières années, l'agrotransformatrice a vu sa clientèle croître et son chiffre d'affaires augmenter de 30%. Nous avons une clientèle assez diversifiée, les restaurants, les cantines scolaires, les revendeurs, les ménages et aussi une grande partie à l'exportation. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore vendus en supermarché, mais par contre, nous sommes en pourparlers, en négociation et ça ne serait tardé. L'entrepreneur a de grandes ambitions. Mais pour l'heure, elle continue d'honorer les commandes de ses clients, comme celle-ci de 10 paquets d'atiéké. Coucou, là, ça fait plaisir de te voir, Antoinette. Oui, c'est moi qui suis venue te livrer cette fois-ci. Ouh là là, ok. J'ai bien mes 10 atiéké? Oui, c'est bien ça. D'accord, c'est parfait. Ouh là là, dis donc, c'est chaud, hein. Je commande mon atiéké parce que c'est préparé dans des conditions hygiéniques. Il y a aussi le goût de l'atiéké. Son atiéké est très bon et très frais. Et c'est possible pour moi de commander par téléphone sur WhatsApp et de me faire livrer à la maison dans un délai de 24 heures et de payer aussi par mobile money. Donc c'est très pratique pour moi. L'agro-transformatrice a réussi à conquérir le cœur de ses consommateurs. Mais pour y arriver, il lui a fallu changer de carrière. Titulaire d'une licence en audit et contrôle de gestion, Antoinette Bessier travaille pendant quelques années dans la finance, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle décide en 2019, avec son époux, de contribuer à la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Elle choisit le manioc, persuadée du potentiel de la filière locale. Mon époux et moi avons décidé d'investir dans un domaine dans lequel on pouvait maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc après maintes réflexions, après analyse, on a vu que le manioc est un produit qui peut se transformer en plusieurs dérivés, près de 170 dérivés. Donc j'ai vu là une opportunité parce que je pouvais non seulement maîtriser sa culture, sa transformation et sa commercialisation. Après cela, moi j'ai sillonné plusieurs villages, je suis allée auprès des dames qui savent faire la tiéké et donc elles m'ont appris plusieurs astuces, plusieurs secrets
pouvoir produire un attiéké de qualité. Les sacrifices consentis pour mettre sur pied ce projet sont énormes. Le couple a acquis une parcelle de 10 hectares à San Pedro pour cultiver le manioc avant de construire une unité de transformation, un investissement important. On a dû vraiment se priver de beaucoup de choses parce que c'était sous fonds propres déjà. Et puis aussi, aux difficultés, c'était au niveau des champs. On avait des difficultés à trouver la main-d'œuvre. Et aussi, quand on la trouvait, elle n'était pas qualifiée. Mais on a pu trouver des palliatifs pour que le projet puisse se dérouler et bien fonctionner. Direction Béjarville dans ses bureaux. Aujourd'hui, Antoinette se prépare pour un rendez-vous téléphonique important avec l'un de ses clients à l'étranger. Allô, bonsoir monsieur Isogui, comment allez-vous? Bonsoir Madame Bailly, je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Oui, ça va super bien. Vous voulez quelle quantité cette fois-ci? Alors cette fois, nous allons partir sur 1 tonne, s'il vous plaît. Ah, d'accord. C'est possible, sous quel délai? On va dire 1 semaine de délai, c'est possible. Il y a 2 ans, Antoinette Bessier propose son attiéké à monsieur Isogui, revendeur en France. Il est séduit par le goût de son attiéké made in Côte d'Ivoire et des conditions dans lesquelles celui-ci est produit. La collaboration démarre avec 100 kg par semaine. Aujourd'hui, cette quantité a été multipliée par 10, soit 1 tonne par semaine. Avec ce revendeur, c'est un nouveau marché qui s'est ouvert pour Antoinette. Un marché potentiellement juteux avec une diaspora de plus de 2 millions de personnes en France. L'attiéké a été très bien accueilli, aussi bien par la diaspora ivoirienne, mais également par les autochtones ici présents. Les perspectives aujourd'hui sont de continuer à faire découvrir l'attiéké en France, mais également de sortir de l'Hexagone pour aller vers l'Europe. Une collaboration fructueuse et pleine de promesses pour l'avenir. Merci Madame Bailly, et donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire parvenir la facture. D'accord. Passez une bonne fin de journée. Merci, à vous aussi. C'est toujours pour nous un plaisir de recevoir ce genre de colle parce que ça se solde par une commande et une commande non des moindres. L'attiéké déshydraté est très prisé par les personnes à l'extérieur parce qu'en termes de poids, le poids est assez réduit déjà et puis ça se conserve 2 ans sans se gâter. Pour exporter en plus grande quantité son attiéké, elle doit s'équiper d'une autre machine, un déshydrateur. Une acquisition onéreuse d'environ 8 millions de francs CFA, mais nécessaire car la vente à l'export représente plus de 60% de son chiffre d'affaires. L'attiéké déshydraté, c'est un attiéké qui est séché à la machine. Donc quand on le met, pendant 8 heures de temps, on a ce résultat-là. L'attiéké déshydraté, c'est notre couscous à nous, c'est le couscous ivoirien. Un produit que la transformatrice ambitionne de proposer en grande surface pour le marché local. Pour ce faire, elle part régulièrement prendre des conseils auprès d'une experte dans l'agro-industrie. Si je veux entrer maintenant en supermarché et je n'ai pas le packaging qu'il faut, donc je suis venue voir comment je pourrais améliorer les choses. Tu peux voir l'emballage. C'est ce que je propose en ce moment. C'est sûr que si tu as un packaging de qualité, tu vas cartonner dans les supermarchés parce que l'on sait que l'emballage, le packaging vend le produit. Les cartonnés seraient mieux adaptés à la vente dans les supermarchés. J'ai décidé de me faire accompagner dans mon activité parce que j'estime que l'entrepreneuriat c'est un domaine assez complexe et donc j'ai identifié des pionnières comme Madame Koulibaly qui est la présidente des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire et comme elle a déjà fait ses preuves, je veux marcher dans ces sentiers pour pouvoir avancer. Ces séances de coaching m'ont beaucoup aidé dans le sens où j'ai pu avoir une vision claire dans le domaine. Elle m'a aussi permis de pouvoir avoir accès à l'information et j'ai pris confiance à l'écouter, à la voir faire. Au sein de son réseau, Madame Koulibaly se met à la disposition des jeunes transformatrices comme Antoinette pour leur donner les secrets qui leur permettront de réussir leur activité. Quand on va seul, on a plus de risques d'échouer. Il faut se faire accompagner
pour bénéficier des acquis du mentor. Éviter de faire les mêmes erreurs que le mentor. Le manioc a une spéculation majeure dans notre pays. Le manioc a plusieurs dérivés. Si elle fait la tchéké, elle pourrait s'étendre vers d'autres dérivés tels que le tapioca, qui est beaucoup recherché. Le tapioca est la farine de manioc aujourd'hui qui va être utilisée dans la fabrication du pain. Et c'est même une décision de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet porteur. Un projet porteur car le manioc a connu un essor important au cours des 10 dernières années. Sa production a progressé à un rythme moyen annuel de 8,5%. Nous sommes de retour et vous allez voir que nous ont rejoint sur le plateau Adama Bassese-Meïté, directeur général du CDT, qui est le Centre de démonstration et de promotion de technologie. Avec lui, Alimata Coulibaly, président du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et on vous reconnaît, hein, c'était vous tout à l'heure à la fin du reportage, ouais. en train de coacher et d'accompagner notre personnage. Alors, aujourd'hui, vous y croyez, Alimata Coulibaly, le manioc, le nouvel or blanc? Nous, agrotransformateurs, nous sommes heureux de constater aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire met en avant certaines spéculations dans le manioc. Et on a souvent vu le manioc être transformé pour faire de la tchéké, frais, déshydraté, mais le manioc a plusieurs autres dérivés qu'on gagnerait à développer pour que cette spéculation réponde encore plus à ce dont nous avons besoin dans le pays. Nous pourrons exporter le tapioca, le gari, la farine. Est-ce que justement, à date, on produit suffisamment pour ne serait-ce que couvrir les besoins locaux? Ce n'est pas suffisant, je vais le dire, parce que à tout moment, nous sommes obligés d'exporter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Parce que j'ai le sentiment que, à cause aussi de la pression de l'exportation, on n'en a pas suffisamment pour le marché local. Est-ce que ma compréhension est bonne? Exactement. La Côte d'Ivoire produit entre 5 à 6 millions de tonnes par an de manioc. Et si ça ne tenait qu'aux besoins purement nationaux, évidemment, on pourrait se satisfaire d'un tel volume. Mais comme elle a dit, le pays a été pendant longtemps, et il le reste toujours, un grenier, aussi bien pour la sous-région qu'aujourd'hui pour l'exportation dans les pays européens. Et donc, ce qui fait qu'il y a une forte pression sur le manioc, notamment au regard de ses nombreux dérivés. C'est de nouveaux débouchés qui s'offrent ainsi donc, à cette spéculation. Et donc, il va de soi que la production soit encore beaucoup plus renforcée pour répondre aussi bien aux besoins nationaux qu'aux besoins en termes d'exploitation. Alors, pour passer de ce tubercule à la farine, il y a quand même un chaînon qui est important, qui doit se développer au niveau national, c'est la transformation. Et c'est votre travail au quotidien, Bassese-Meïté. Dites-nous aujourd'hui, quel est le point des trouvailles, ne serait-ce que sur le segment manioc? On peut parler de la transformation à longueur de journée, mais tant qu'on n'a pas réglé la question de la disponibilité des équipements, on n'a rien réglé. Alors donc, pour ce qui est du manioc, la Côte d'Ivoire dispose d'une palette de technologies aujourd'hui pour la transformation complète du manioc. Sur cette spéculation, la Côte d'Ivoire est numéro 1. Pour la transformation du manioc, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape industrialisation. Les équipements sont bien définis, sont fabriqués selon tous les maillons de la chaîne. Il faut décortiquer, il faut enlever les pellicules, il faut broyer, tout ça c'est bien défini, mais à l'étape de production en masse, l'industrialisation, c'est ce qui nous manque. Bassese-Meïté, oui. Est-ce que vous faites la promotion de producteurs locaux d'équipements? Exactement. Okay. Est-ce qu'il y en a suffisamment aujourd'hui? Vous savez, quand on veut avancer, il y a forcément des modèles qu'on regarde. Donc la Côte d'Ivoire s'est inspirée du modèle indien qui est parti de petites initiatives. De petites initiatives. Comment accompagner les petites initiatives, les petits promoteurs à travers des petits équipements. Et c'est ça qui est fondamental.
Donc, le CDT est vraiment dans l'encadrement de ces petites initiatives-là. Et aujourd'hui, l'action que nous menons avec les fabricants, je peux vous dire, il y a 10 ans, sur le parc du CDT, on était à 100% des machines importées de l'Inde qui étaient promues. Aujourd'hui, le ratio, c'est 54% des machines sur le parc conçues localement. Okay. Est-ce qu'il y a une politique d'investissement massif en matière de recherche pour accompagner la transformation, notamment la production d'équipements pour la transformation? Vous avez une structure de recherche technologique qui est la Société ivoirienne de technologie tropicale qui a vocation à mener des processus de recherche pour mettre au point ce qu'on appelle des prototypes. Ces prototypes devraient en principe être récupérés et dupliqués à échelle industrielle par une autre structure qui n'est pas sur le plateau ici, qu'on a appelé dans le temps Côte d'Ivoire Engineering, qui a des capacités beaucoup plus importantes en termes de production en série. Et cette structure qui est le CDT vient en 3e position pour faire la promotion, la vulgarisation. C'est ce schéma qui a été pensé. Parallèlement, il y a aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire des PME qui interviennent dans la conception et dans la fabrication d'équipements destinés à la transformation donc des produits agricoles. Et il y a un travail important. Alors, justement, on parle de transformation de nos tubercules. Vous, Bassessé Meïté, votre vision dans les années à venir? Dans les années à venir, c'est qu'il faut que la Côte d'Ivoire ait un plateau technologique de qualité qui réponde à tout type de sollicitations, qui soit en avant-garde de cette politique d'industrialisation. Sans technologie, il n'y a pas d'industrialisation. En tout cas, nous, pour ce qui nous concerne, on a été engagés à accompagner tous les équipementiers de Côte d'Ivoire. Il faut leur donner beaucoup de visibilité parce que je suis convaincu qu'ils ont la compétence qu'il faut pour, faire de notre industrie quelque chose de qualitatif, quelque chose de bien. Emmanuel Trabi, je sais que vous faites dans l'industrie beaucoup de choses, mais on va se concentrer aujourd'hui sur votre perspective pour la transformation des tubercules. Il y a une vision des objectifs assez clairs du gouvernement, vous l'avez indiqué, c'est aller au moins à 50% à l'horizon 2025 et pourquoi pas à 100% à l'horizon 2030. Et le gouvernement travaille à la réalisation de cet objectif. Alimata Coulibaly, les tubercules, l'or blanc, qu'est-ce que vous entrevoyez? Ok. Mon rêve, c'est de voir notre couscous de manioc conditionné comme le couscous de blé dans des sacs de 50 kg, de 100 kg. C'est mon rêve. Alors, ça nous fait plaisir. Merci de terminer cette belle émission sur autant d'énergie. Bassessé Meïté, Alimata Coulibaly, Emmanuel Trabi, merci d'avoir été là. En tout cas, merci à nos invités, merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur nos différentes pages Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparation de cette émission, aux équipes d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI.